Il y a 2 semaines, une marée jaune a déferlé sur la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec à l'effigie sur les t-shirts des participants ADCI, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. C'était précisément le samedi 23 novembre 2024, date du lancement officiel du mouvement politique initié par le député Assalé Tiemoko. Devant un public acquis à sa cause, le fondateur de l'Éléphant déchaîné a dévoilé ses motivations et ses projets pour construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Il entend construire une société de confiance en s'engageant à combattre la désinformation, le mensonge et l'industrie du faux qu'il considère comme des fléaux affaiblissant les fondements de la République et des valeurs sociales. Lors de ce lancement, le journaliste d'investigation a présenté les 15 piliers de la société de confiance qu'il ambitionne de bâtir. Selon lui, elle repose sur une sécurité intérieure forte et une défense nationale républicaine pour garantir souveraineté et stabilité. L'éducation et la formation occupent une place centrale avec pour objectif de développer un système novateur et pragmatique capable d'émanciper les jeunes et de répondre aux défis des secteurs d'avenir. Est-il candidat à la prochaine présidentielle avec toutes ces idées? Pense-t-il avoir des chances? Que vaut son mouvement naissant sur la scène politique nationale? Quelle analyse fait-il de l'environnement politique actuel? Tous ces sujets seront soumis à Antoine Assalé Tiemoko, député maire de Tiasalé dans ce nouveau numéro de Sans Réserve. Antoine Assalé Tiemoko, bonsoir. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Ça va bien? Très bien, très heureux de vous retrouver ce soir. Moi aussi. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Né le 30 décembre 1975, Assalé Tiemoko est juriste de formation, journaliste d'investigation redouté, acteur politique ivoirien. Actuel député-maire de la commune de Tiasalé, il est le promoteur du journal L'Éléphant déchaîné. Depuis juin 2024, il a créé un mouvement politique, ADCI, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire, lancé à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le samedi 23 novembre dernier, avec pour slogan « Construire une société de confiance basée sur l'éducation et la formation citoyenne, la célébration du mérite et la lutte contre la corruption ». Il propose une société de confiance en opposition avec la société de corruption, de la médiocrité, de l'injustice et de la célébration des faux modèles et des fausses valeurs qu'il dénonce dans son deuxième livre intitulé « Faux modèles, chronique des valeurs égorgées », publié en 2018. Avoir un groupe parlementaire fort à l'Assemblée nationale démarre la priorité d'Assalé Tiemoko. Qu'est-ce qui fait courir ce journaliste? Ses profondes motivations. Assalé Tiemoko est l'invité ce soir de Sans Réserve pour aborder tous ces sujets et bien d'autres liés à la vie politique ivoirienne. Antoine Assalé Tiemoko, la dernière fois que vous êtes passé sur ce plateau, c'était l'année dernière. Vous étiez simplement député maire de Tiasalé, vous n'étiez pas encore président d'un mouvement politique. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que président de ADCI. ADCI, c'est quoi? C'est un nouveau parti politique sur la scène ivoirienne? Non, ADCI n'est pas encore un nouveau parti politique. Il a vocation à devenir un nouveau parti politique dans les années qui viennent. Pour le moment, c'est un mouvement politique qui est une sorte de rassemblement de citoyens qui portent des valeurs, qui les mettent en commun pour tenter d'avoir une force de pression, pour conquérir des espaces de décision. Plus tard, peut-être, on en fera un parti politique. On a l'impression que vous vous inscrivez dans le long terme. Vous dites plus tard, il sera un parti politique dans les années à venir. Oui, bien sûr. Alors que le timing n'est peut-être pas anodin. Vous lancez ce mouvement à quelques encablures de la prochaine présidentielle. Oui, mais ce n'est pas par rapport à cela que nous avons lancé le mouvement. Il fallait démarrer un moment. Nous avons estimé que nous étions prêts. C'est pour cela que nous avons lancé. Après, le débat politique étant dynamique, on prendra position par rapport à tout ce qui va arriver. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui disent 2025 ne se passera pas sans nous. Nous n'avons pas cette prétention. Antoine Assalé Tiemoko, la dernière fois que vous êtes passé sur ce plateau, on vous a posé une question essentielle par rapport à 2025. Vous avez donné une réponse. On va voir si c'est la même réponse que vous donnez ce soir. Je vous propose de voir ceci. Prochaine question. Alors, serez-vous candidat en 2025, Noël Ndji? En 2025, non. En 2030? Je ne me projette pas pour 2025. Je pense en 2030? qu'à un moment donné, en 2030 peut-être. En 2035? Ouais. C'est sûr? Peut-être. Peut-être. Voilà. Donc vous y pensez tous les matins en vous rasant? Non, pas en me rasant. Il y a un mandat à finir et à continuer. Et puis après, le grand frère, on passera. Très bien. Antoine Assalé Tiemoko, doit-on subodérer que vous n'êtes pas candidat pour 2025? Alors, je viens de le dire, hein, le monde politique ivoirien est très dynamique. Et pour 2025, comme on l'a dit à Yamoussoukro, nous prendrons position dans le débat national.
mais on ne sait pas probablement à quel niveau nous le serons. En tant qu'acteur du jeu politique en 2025 ou en tant que simple président de la DCI, le moment viendra où on prendra une position très claire. Le discours a évolué entre la réponse qu'on vient de voir qui disait non et aujourd'hui vous dites sait-on jamais. Oui, sait-on jamais. Ouais. Très bien, parfait. Ça veut dire qu'on peut avoir une affiche présidentielle avec Antoine Assalé Tiemoko. Alors, que vaut aujourd'hui ADCI 2 semaines après son lancement, selon vous, que vaut ADCI sur l'ensemble du territoire national? ADCI a été lancé il y a 2 semaines, mais il a été créé il y a 5 mois. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le mouvement a été très bien accueilli par les Ivoiriens. Nous sommes déjà implantés dans 22 régions de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand même. Et donc, avec 12 délégations à l'extérieur du pays. Et donc, le mouvement fait son petit bonhomme de chemin. Et nous savons qu'il y a une vraie dynamique sur le terrain. Et dans quelques années, ADCI va jouer un rôle majeur dans ce pays. Bâtir une société de confiance en Côte d'Ivoire, c'est un enjeu important, c'est une grande vision, mais en même temps, c'est un objectif, j'ai envie de dire, difficile à atteindre quand on sait comment la vie politique a été rythmée dans ce pays. Sur quoi vous vous basez pour avoir la prétention de bâtir une société de confiance en Côte d'Ivoire? Alors, nous disons que c'est tout ce qui commence à une fin, tout ce qui a un début a une fin. Depuis une trentaine d'années, notre pays a été rythmé par des crises politiques liées aux alliances, aux compromissions de nos acteurs politiques. Mais un moment viendra où cette façon de faire va prendre fin. Et donc, nous nous préparons à prendre la relève dans ce contexte-là. Et par conséquent, quand nous parlons de société de confiance, elle est en opposition avec cette société qu'on a bâtie, qui aujourd'hui n'a pas de colonne vertébrale. Et c'est un enjeu important, c'est un vaste chantier. Nous l'avons déjà commencé à Tiassalé, à travers le pays. Nous sommes en train de former des Ivoiriens. Nous savons que chaque jour que Dieu fait, il y a une prise de conscience qui arrive et nous allons capitaliser cela pour demain. Donc ce n'est pas quelque chose qui est impossible à réaliser. Nous nous inscrivons dans la durée. Pour vous, vous êtes l'alternative à cette classe politique qu'on a vue sur la scène depuis un peu plus de 30 ans? L'une des alternatives. L'une des alternatives? Voilà. La plus crédible ou... Oui, l'une des plus crédibles. Parce que vous savez que le chef de l'État, dans une de ses interviews, a souhaité l'avènement d'une nouvelle génération de leaders politiques. Nous pensons plutôt qu'il faut une nouvelle classe politique. Voilà, qui est un peu au-delà de la nouvelle génération. Et donc, le temps vient où des Ivoiriens qui portent des valeurs vont se lever pour prendre en main la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique-là et nous sommes déjà sur le chemin. Antoine Assalé Tiemoko, je sais que vous le savez, quand vous interrogez vos populations de Tiassalé, les populations partout en Côte d'Ivoire, quand on prononce le mot politique, on a une relative méfiance, une aversion même pour certains, parce que la vie politique a été meublée de bien de violences, de bien d'événements dont on ne veut même pas se souvenir. Pourquoi cette nouvelle génération, que vous appelez de tous vos voeux, sera différente quand on sait qu'elle a été peut-être biberonnée à celle qui est en train de passer? Oui, mais c'est pour ça que nous parlons de société de confiance. Chacun fait le constat que la façon de pratiquer la politique en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années, qui a consisté à jeter les Ivoiriens les uns contre les autres, à les diviser, à ouvrir des frontières entre les régions, a fait que les Ivoiriens, majoritairement, ont décroché. Beaucoup ont perdu confiance dans les acteurs politiques. Ils ne tiennent pas leurs paroles, qui font des alliances, non pas pour l'intérêt des Ivoiriens, mais par rapport à l'occupation des postes, qui n'ont pas une démarche qui est crédible et donc qui jettent les Ivoiriens un peu dans le désarroi. Et donc, c'est une confiance qu'il faut reconstruire. Comment? En faisant la politique autrement, en faisant la politique, en expliquant aux Ivoiriens que la politique est faite pour eux, que quand on s'engage en politique, c'est pour servir les gens, c'est pour se battre pour leurs causes, c'est pour se battre pour leurs enfants, c'est pour se battre pour leurs droits. C'est cette façon de faire-là qui va reconstruire les Ivoiriens, qui va reconquérir la confiance des Ivoiriens dans le jeu politique. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons. Mais les acteurs politiques qui se sont succédés à la tête de ce pays ont tenu ce discours. Oui, mais ils ont tenu ce discours, le résultat est là. Nous, aujourd'hui, nous avons l'avantage de la comparaison, nous avons le recul de ce qui est déjà fait. Donc, par rapport à ça, nous allons construire une nouvelle dynamique avec les Ivoiriens. Dans 11 mois, on a une élection présidentielle. Beaucoup d'Ivoiriens pensent au chaos. Certains se disent non, rien ne va se passer, les choses vont bien se passer. Que dit le président de ADCI dans cet environnement? Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, provoquent l'anxiété des Ivoiriens. C'est un moment extrêmement anxiogène et 2025 n'y échappe pas. Déjà, les discours commencent à se raidir, les choses qu'on a vues commencent à revenir. Vous savez, c'est Einstein qui l'a dit, faire toujours la même chose et espérer un résultat différent, c'est ça l'appelle la folie. Et donc, les Ivoiriens ont raison d'avoir peur. Parce que les ingrédients qui ont provoqué la déflagration il y a 10 ans, progressivement se remettent en place. Et donc, il y a un autre discours à construire, il faut désamorcer la parole politique. Et nous pensons que l'occasion, 2025 doit être l'occasion pour les acteurs politiques ivoiriens d'offrir enfin une vraie démocratie. Comment?
comment les hommes politiques offrent une occasion d'une élection sans heurts, sans violence. Oui, mais en proposant des projets, il faut que le débat autour des programmes de société, que le débat de personnes qu'on a eu à faire depuis 30 années ne nous revienne plus encore à la figure. J'ai envie de vous dire que c'est un vœu pieux. Non, ce n'est pas un vœu pieux. C'est lié aux acteurs. C'est pour ça que nous disons que nous observons... Mais parce qu'on a les mêmes acteurs, c'est la raison pour laquelle j'estime que c'est un vœu pieux. Tout à l'heure, je vous ai répondu que le monde politique ivoirien est dynamique. Et que par rapport à 2025, ADCI se positionne à prendre la parole. Et donc, on va observer comment les gens vont réagir. Est-ce que c'est le même discours qu'on a connu depuis 30 ans qui vont revenir? Si c'est le même discours qui vont venir, il faut bien qu'il y ait des lumières qui arrivent. Vous l'avez dit vous-même, à 11 mois, c'est presque le même discours qui reviennent. Oui. Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir, finalement? Non. Quand on aura la liste de ceux qui veulent candidater, bien qui sont candidats, quand on aura la liste validée, à partir de ce moment-là, on saura quels sont les discours qui vont être tenus. Là, on est dans le troisième trimestre de l'année 2025. Pendant ce temps, on ne parle pas de programme, on attend, on patiente. C'est ce que vous préconisez? Oui, justement, il faut qu'on voit qui sont ceux qui vont être sur la ligne de départ. À partir de ce moment-là, on verra comment l'atmosphère va se comporter. Vous voulez incarner la nouvelle génération, le nouveau personnel politique ivoirien, pour construire une société de confiance. Que pensez-vous, très sincèrement, sans réserve ce soir, des principaux acteurs qui ont marqué notre vie politique? Je vais commencer par le président Ouattara, qui est l'actuel président de la République. Eh bien, vous savez, nous, on a l'habitude de dire que chacun est le fruit de son histoire, chacun est le fruit de son parcours social, chacun est le fruit de son éducation. Nos acteurs politiques qui régentent la vie politique de notre pays depuis une trentaine d'années sont le fruit de leur époque, sont le fruit de leur histoire. Ils sont dans une dynamique qui a été construite dans un contexte précis. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils évoluent. Bien sûr. Et donc, le président Ouattara, on connaît son parcours, on connaît les difficultés qu'il a connues dans son pays. Et donc, son action s'inscrit dans cette dynamique-là. Comme pour le président Gbagbo, c'est la même dynamique. Il a mené un combat politique pour les libertés, pour la démocratie. Allons pas à pas. Pour le président Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous qui aspirez à prendre sa place un jour, vous aspirez à être président de la République, c'est évident, c'est connu. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de sa gouvernance? Ben, écoutez, moi, il y a deux choses que je dis toujours. Vous savez, quand un pays sort d'une crise comme ce qu'on a connu en 2010, abîmé à tous les niveaux physiquement, il y a deux choses à faire. Il y a la reconstruction physique du pays et il y a la reconstruction morale. Pour la reconstruction physique, on peut trouver toujours les moyens pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a une économie qui est assez solide, de reconstruire. On peut prendre l'endettement pour reconstruire physiquement le pays, reconstruire les infrastructures, créer de nouvelles infrastructures, développer le pays physiquement. Ça, c'est la chose, j'allais dire, la plus facile à faire, parce qu'on trouve les moyens de le faire. La chose la plus difficile à faire, c'est reconstruire moralement le peuple. Donc, c'est la gouvernance. Et donc, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue du développement, le président Ouattara, son bilan, chacun le reconnaît. Il y a de grandes avancées. Il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que beaucoup de choses importantes ont été faites il y a une dizaine d'années dans ce pays-là. De là où on est parti pour être là où aujourd'hui, il y a une vraie avancée. Donc, de ce point de vue-là, le résultat est positif. Après, c'est au niveau de la gouvernance. Et même au niveau de la gouvernance, ce régime-là, en place, a pris les tests qu'il faut. On a pris des lois qui règlent les questions de corruption. Maintenant, il faut passer à la phase la plus importante, qui est l'application des tests. Vous estimez que dans la pratique, il n'y a pas suffisamment Dans la pratique, le ressenti des Ivoiriens est que le pays est foncièrement corrompu et qu'il faut des actes forts qui permettent au peuple de comprendre que même le sommet est touché en matière de gouvernance. En 2025, ces militants et beaucoup d'entre ces sympathisants souhaitent qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle. Analyse? Vous savez, moi j'ai déposé une proposition de loi qui est au Parlement depuis 2022 pour que nous ramenions dans la Constitution la limitation d'âge. Malheureusement, le Parlement ivoirien fonctionne de telle sorte que les députés ne peuvent pas jouer leur rôle pour lequel ils sont payés. Et donc ce texte n'a jamais été programmé pour être débattu. Après, c'est le RADP. Ils ont totalement le droit d'avoir un candidat. Qui veuille y aller encore, le président Ouattara, ça ne regarde que le RADP. Je n'ai pas à me prononcer particulièrement dessus. À partir du moment où en 2020, il a été candidat et qu'on est dans cette dynamique-là, il peut se présenter. Mais moi, je suis pour que le président Ouattara, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose à laquelle il pense profondément, je suis pour qu'il mette en place le dispositif qui permet de déclencher l'avènement de la nouvelle génération d'Ivoiriens. Qu'il se retire? Non, il avait subordonné cela en 2022. Quand la question lui a été posée de savoir s'il serait candidat en 2025, il a dit non, ça suffit comme ça, je ne vais pas encore y partir. Et donc je pense que lui-même, il est conscient que le temps est venu pour qu'il participe à construire une nouvelle dynamique politique qui permette à des jeunes de s'engager en politique.
L'autre grande figure de la politique ivoirienne, malheureusement, s'en est allé l'année dernière, le président Feu Henri Konan Bédié. Alors, le troisième des trois grands, comme on les a appelés dans ce pays, c'est le président Laurent Gbagbo, qui est revenu de La Haye, qui a créé son parti politique, le PPSI, qui mobilise quand même beaucoup de gens sur l'ensemble du territoire national, qui aspire à être candidat en 2025, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas sur les listes électorales. Quelle analyse faites-vous de son cas? Le président Gbagbo fait la politique même en dormant. C'est un acteur politique qui est engagé pleinement dans sa dynamique. Il a dit qu'il fera la politique jusqu'au dernier jour. Et donc, à partir du moment où il a encore la force de raisonner, il a encore la force de bouger, eh bien, il a pleinement le droit, puisque la constitution ivoirienne a été modifiée en 2016 et ce qui aurait pu l'exclure, l'âge de candidature, a été sauté. Et donc, d'un point de vue de la constitution, il remplit les conditions pour être candidat. Après, il y a ce que vous évoquez, des condamnations qui pèsent sur lui. Et donc, c'est des questions qui vont être peut-être traitées politiquement. Et je n'ai pas à me prononcer particulièrement dessus. Très bien. Alors, aujourd'hui, ADCI fait partie du schéma politique. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Quelles seraient vos priorités, vous, ADCI, vous, Antoine Assalé Tiemoko, et vos lieutenants? On en a vu une bonne vingtaine autour de vous, à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en termes de priorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui? La première chose, c'est de changer de société. La société dans laquelle nous vivons génère la médiocrité, génère la corruption, génère la perte de confiance dans le génie ivoirien. La société dans laquelle nous vivons fait en sorte que l'injustice règne majoritairement dans le pays. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de gouvernance en Côte d'Ivoire. Et donc, je sais... À travers votre journal? À travers mon journal. Et donc, je sais, quand je parle d'injustice, de quoi je parle. Et donc, il y a une nouvelle société à réinventer. Pour que, vous savez, cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne peut pas encourager les Ivoiriens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? Oui, parce qu'il génère la frustration. Il génère la corruption. Il génère la perte de confiance en soi. Et donc, nous voulons reconstruire cette dynamique-là. C'est pour ça que nous parlons de société de confiance. Faire en sorte que l'enfant qu'on met à l'école, dès la maternelle, par les valeurs qu'on lui inculque, comprenne tout de suite que ce que le pays attend de lui, c'est l'excellence. Ce que le pays attend de lui, c'est le travail. Et que s'il mérite d'occuper une fonction, c'est par rapport à son travail. Et que le jour où il y a l'évaluation pour entrer à la fonction publique, on ne regardera pas son militantisme, on ne regardera pas son rang social, on ne regardera pas d'où il vient. Tout ce qu'on va lui demander, c'est de quoi es-tu capable? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes connaissances? C'est cette société de confiance que nous voulons bâtir. C'est elle qui va libérer le génie des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a tous les atouts. Quand nous parlons de l'ADCI même, le nom est un programme de développement durable. Aujourd'hui, c'est pour nous, vous, Ali, moi, et toutes les générations qui sont là aujourd'hui. Comment nous faisons en sorte que notre vie s'améliore? Comment nous faisons en sorte que nos droits soient préservés? Comment nous faisons en sorte que nos besoins soient satisfaits sans compromettre la capacité de ceux qui vont venir après nous à satisfaire aussi leurs besoins? Vous voyez, ça aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Et donc, nous posons le problème principal qui est qu'aujourd'hui, pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on fasse table rase de tout ce qu'on a vécu, qu'on prenne une résolution claire. Quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants? Est-ce que c'est cette société qui est là aujourd'hui corrompue, qui fait en sorte que les plus méritants ne sont pas forcément au poste de décision, qui fait en sorte que les enfants des pauvres n'ont plus de rêve? On a construit un plafond de verre qui est tel qu'aujourd'hui, ils sont cantonnés à des fonctions précises. Ou bien on construit une société qui libère toutes les énergies, qui protège les gens et qui permet de préserver les droits des gens. Moi, je prends toujours l'exemple de ma fille, par exemple. Ma dernière fille, elle a 4 ans. Quand je rentre à la maison, après le boulot, je suis terrorisé à l'idée de quitter ce monde sans que j'aie pris les garanties pour ma fille. Si je lui laisse une maison au prix d'un travail acharné que je mène aujourd'hui, est-ce que demain, parce que quelqu'un a un pouvoir d'État, quelqu'un, un ministre, peut utiliser une machine, débarquer dans le quartier, détruire la maison que j'aurais laissée à ma fille, au mépris du droit de propriété, sans que personne ne réagisse? Ça me terrorise. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais pour que nous bâtissions une société qui garantisse les droits à tout le monde? C'est ça le projet de l'ADCI. Donc dans la société de confiance, il y a tous les éléments qui permettent de faire en sorte que chaque citoyen se sente important dans le pays et qu'à tout moment, son avis peut être demandé. Il y a 15 piliers. Oui. Les principaux? Écoutez, les principaux d'abord, c'est la sécurité. Nous sommes en face de vrais dangers aujourd'hui en termes de sécurité transfrontalière. Le terrorisme est à nos portes. Il faut que nos pays construisent de vraies sécurités, à la fois à l'interne et au niveau des frontières. Et parce que vous êtes journaliste, je veux vous soumettre une analyse comparative. Oui.
Une sous-région en proie au terrorisme. La Côte d'Ivoire, quand même, tient le coup, avec des attaques à Kafolo et tout le reste repoussé. Quelle analyse faites-vous de notre tenue actuelle de la sécurité intérieure? Moi, je pense que la politique, on peut la faire de façon honnête. Moi, je suis convaincu que la politique a de la vertu, qu'il y a de la morale dans la politique. Il y en a qui pensent que la politique consiste à mentir et à nier les évidences. Notre pays, et je sais de quoi je parle, parce que j'enquête sur ces questions-là, notre pays a fait de gros efforts en termes d'équipement de notre armée. Notre pays a fait de gros efforts en termes de sécurisation de notre pays. Les attaques qu'on a connues à Kafolo, moi j'ai des images. Les Ivoiriens n'ont pas eu accès aux images, mais c'est monstrueux ce qui s'est passé à Kafolo. Et aujourd'hui, le pays investit des milliards dans la sécurisation. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et donc, il faut encourager le gouvernement à faire le maximum pour que la Côte d'Ivoire soit préservée. Vous savez, on le dit souvent, c'est lorsque vous laissez le mur se fissurer que les insectes rentrent à l'intérieur. Bien sûr. Donc, quand on est chef d'État, le premier devoir d'un chef d'État, c'est la sécurisation de son pays. Faire en sorte que l'ennemi n'y rentre pas. Parce qu'une fois qu'il prend pied dans le territoire, vous ne pouvez plus le bouter sans conséquence. Bien sûr. Et donc, la Côte d'Ivoire a investi beaucoup d'argent et nous saluons cela. Notre sécurité est garantie. Il faut continuer à investir, à former une armée républicaine qui puisse défendre les territoires. Vous voyez, aujourd'hui, il y a le grand vent du démantèlement du réseau de l'armée française en Afrique. On allait en parler. On va en parler. Bien sûr. Mais ça suppose de la responsabilité. Il ne suffit pas de rentrer dans une sorte de propagande pour dire allez-y, construisons d'abord une armée qui puisse nous sécuriser. Et donc, c'est un pilier essentiel pour ADCI. Mais aussi à l'intérieur, il faut une police qui est formée, qui respecte les droits de l'homme. Donc, c'est un pilier essentiel pour ADCI. Ensuite, vous avez un pilier comme l'éducation. Vous ne pouvez pas bâtir une société si vous n'avez pas une bonne éducation. Vous ne pouvez pas construire un État solide si vous ne formez pas les ressources humaines. Donc pour nous, l'éducation occupe une place centrale. Mais en même temps, nous voulons réinventer l'éducation en Côte d'Ivoire. Alors, voilà. Aujourd'hui, on a un modèle, on a connu récemment les États généraux de l'éducation. Vous prenez les rênes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous changez dans le système éducatif? Ce que je change d'abord, c'est la conscience de l'éducation. Nous formons des gens, maintenus entre 4 minutes de la maternelle jusqu'à l'université, conditionnés à devenir des fonctionnaires. Nous voulons réinventer un système qui valorise plutôt les talents, qui permettent de détecter les talents et de les orienter en fonction des talents. Donc, de changer la conscience de l'éducation. Ça, c'est notre premier élément, ça. Deuxième chose, faire en sorte que ceux qui enseignent, c'est-à-dire que les enseignants, les maîtres de l'école, il faut restaurer leur autorité. Aujourd'hui, il y a une sorte de délabrement total de l'autorité de l'enseignant qui a perdu sa place dans l'éducation. Il faut reconstruire cela. Faire en sorte que l'acteur qu'on appelle l'enseignant comprenne qu'il a un rôle majeur à jouer et qu'on met les conditions pour son bien-être. Pour que ce soit bien clair, hein, vous pensez peut-être au retour de la chicotte à l'école primaire? Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Très bien. Voilà, ce n'est pas de la fête de chicotte. Il faut que les règles soient imposées de telle sorte que les enfants comprennent que tout ce qu'on leur demande, c'est d'apprendre, se former et aller diriger demain le pays à des niveaux précis. Mais que le maître est sacré, qu'on n'y touche pas. Nous, on a été à l'université, on a perdu 2 années à cause des grèves. Les enseignants étaient battus. Moi, j'étais témoin à l'université. On bat les enseignants à l'université. Et l'État ne réagit pas fortement pour y mettre fin. On a construit un système d'impunité qui a fait que l'école s'est effondrée. Et donc, nous voulons reconstruire tous les ressorts avec une éducation qui est basée sur les résultats et la valorisation des talents. Ça, c'est les mêmes. Dans le prolongement de cette idée, vous avez donc approuvé la dissolution des organisations estudiantines et scolaires. Ah oui, dernièrement. À partir du moment où elles ont dévoyé leur mission, eh bien l'État régalien a le droit de prendre des dispositions. Pour vous, l'État a bien fait de dissoudre les organisations, notamment la FESI, de prendre ses responsabilités. Après, il faut construire la dynamique pour reconstruire ça. On a besoin d'associations dans les universités. Mais c'est à l'État de mettre l'encadrement juridique qui accompagne cela pour qu'il y ait un régime peut-être spécial pour les organisations estudiantines sur notre université. On a besoin d'elles, il faut qu'elles soient là pour accompagner les nouveaux arrivants et faire en sorte qu'il y ait un débat démocratique au niveau de l'université. Et donc nous sommes d'accord pour ça. Voilà. Très bien. Alors, autre sujet qu'on va aborder évidemment et reparler du départ souhaité des forces françaises des pays africains. Vous parlez également dans vos piliers d'une défense nationale républicaine pour garantir souveraineté et stabilité. Ouais. À quoi faites-vous allusion? C'est ça que je parle. C'est un peu le modèle que la Côte d'Ivoire est en train de construire. Une défense qui est solide, qui forme des officiers, qui sont spécialisés dans toutes les questions de nouvelles formes de criminalité comme le terrorisme. C'est extrêmement important. C'est un enjeu structurant, important pour nos pays que d'avoir des forces de l'ordre qui sont spécialisées sur ces questions-là dans le renseignement pour pouvoir sécuriser nos pays. Donc quand on parle de l'armée républicaine, c'est une armée qui incarne la République, qui est au service de la République et non au service d'un système politique. Et donc, c'est ça que nous voulons bâtir. Et il faut continuer sur la lancée dans laquelle la Côte d'Ivoire est aujourd'hui et équiper notre armée. Vous savez qu'on ne peut pas sous-traiter
la sécurité d'un pays, peut-être un contexte colonial a permis que des armées soient sur nos territoires. Mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, après les indépendances, l'Afrique doit construire sa propre sécurité. Même l'Europe, aujourd'hui, a compris qu'elle ne peut pas compter sur les États-Unis pour sa sécurité. Et donc, elle cherche à construire une nouvelle sécurité pour l'Europe. L'Afrique ne doit pas être sans marge. Nos pays doivent prendre conscience qu'ensemble, on est fort, mais qu'à l'intérieur, chaque État doit construire un vrai système de défense et non pas construire des armées ethniques qui sont là pour préserver des potentats. La présence des forces françaises armées dans les pays africains a toujours été un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. La semaine dernière, c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal, qui est monté au créneau pour souhaiter que les forces françaises se retirent du Sénégal. Le même jour, le chef de la diplomatie tchadienne a souhaité également atteindre le même objectif. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a eu un début de départ avec les forces françaises qui ont quitté le camp de Lomo Nord. On nous annonce pour bientôt le départ du 43e BIMA. Quelle analyse faites-vous? Écoutez, c'est une question de méthodologie. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui a vocation à s'installer dans la propagande ou dans le populisme. Je pense que la façon dont nos dirigeants à l'interne traitent la question de l'armée française est la meilleure façon. Dans le silence, travailler à faire en sorte que même s'il y a un départ, ce départ se fasse dans le respect mutuel. Et donc, surfer sur le vent panafricain de retraite des armées françaises, c'est une bonne chose. Mais si à l'intérieur, vous ne prenez pas les dispositions pour sécuriser vos États, au point de remplacer une armée d'un État par une milice privée, ce n'est pas la vraie démarche. Et donc, la démarche ivoirienne est la bonne. Dans le silence, on travaille. Dans tous les cas, le principe est acquis qu'aucun État souverain ne doit avoir sur son territoire, sauf pour des questions précises, une armée d'un autre État sur son territoire. Antoine Assalé Tiemoko, le samedi 23 novembre, à la tribune à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, vous avez dit, et je cite, « Notre projet vise à raviver un sentiment d'appartenance chez tous les Ivoiriens, unis pour défendre les intérêts de notre nation et de son peuple. » Alors, sur ce sujet-là, l'un des analystes de l'une de nos émissions a dit un jour que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la gestion de l'altérité de l'autre. Certains pensent qu'ils sont plus ivoiriens que d'autres, ainsi de suite, et vice-versa. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, les mêmes débats identitaires reviennent. Comment vous allez faire? C'est quoi votre recette miracle pour raviver ce sentiment d'appartenance chez tous les Ivoiriens, sans distinction aucune? Bien sûr, on le dit toujours, le constat il est clair, il est alarmant, il est sous nos yeux. La politique dans notre pays a consisté, d'abord, le passage au multipartisme a été très mal préparé. Pourquoi? On a surfé sur le vent de la volonté de changement des États par rapport aux partis politiques, des populations par rapport aux partis politiques, pour y aller au pas de course et créer des micro-partis qui ont eu pour essence de construire des dynamiques ethniques. Et même les partis aujourd'hui en Côte d'Ivoire prennent leur essence dans l'ethnie et dans la région. Et donc, dans cette dynamique-là, on ne peut pas construire un État qui se comporte comme une nation. La politique a consisté aujourd'hui pour que chacun ait pignon sur rue à se réfugier dans sa région. Un repli identitaire? Un repli identitaire. Vous voyez, récemment, j'ai suivi dans ma commune, à Tia-Salé, un meeting où un individu disait que le député Assalé est allé lancer son mouvement à Yamoussoukro alors qu'il est de Tia-Salé. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas de respect pour les gens de Tia-Salé. Vous voyez, il y a des gens qui conçoivent la politique comme une affaire d'ethnie et de région. Ce n'est pas le cas pour vous? Mais pas du tout. Pas du tout. ADCI n'est pas un mouvement de Tia-Salé, c'est un mouvement qui a vocation à être un mouvement national. Et Yamoussoukro étant la capitale de notre pays, eh bien c'est là-bas que les grands événements politiques doivent se réaliser. Mais vous voyez, l'individu qui parle, il appartient à un parti politique, peut-être qu'à leur niveau, ils conçoivent la politique comme une affaire d'ethnie d'abord, une affaire de région, avant d'être une affaire de nation. Donc la politique a consisté à abîmer ce sentiment d'appartenance à une cause commune. Vous ne pouvez pas construire un pays qui se développe de façon harmonieuse si vous ne commencez pas par faire en sorte que les populations se reconnaissent partout chez elles. Si vous ne construisez pas ce sentiment d'appartenance à cette cause commune qu'on appelle la nation, vous avez des petits peuples. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a plusieurs peuples. On n'a pas un peuple uni. On a un peuple du PPACI qui se reconnaît en un leader que Babou Laurent, et forcément dans une région. Vous avez un peuple du RADP, originaire RDR, qui se reconnaît dans un leader et dans une région. Et vous avez un peuple PDCI qui se reconnaissait en Bédié, aujourd'hui en le président Thiam. Et donc, cette stratification, cette segmentation de notre État a fait qu'aujourd'hui, quand un problème est posé d'intérêt national, chacun tire le drap de son côté et il réagit en fonction de son leader et de sa région. Là, on a décrit le mal. C'est quoi les solutions de l'ADC? La solution aujourd'hui, c'est de refonder la façon de faire la politique.
de faire en sorte que ceux qui s'engagent en politique n'y viennent pas pour le spectacle, mais viennent pour servir une cause qui est de construire un pays uni. Et donc, de bannir l'ethnie, de bannir les régions et d'avoir des leaders qui sont vraiment au service de leur communauté. ADCI vient pour créer cette dynamique-là. C'est pour ça qu'en tant que Saleh Temoko, en tant que député, les Ivoiriens sont tous unanimes sur la question que le député Saleh Temoko, il se bat pour tous les Ivoiriens, quels que soient les bons politiques, et tout ce qui concerne l'intérêt du peuple, on doit être engagé dedans. Voilà comment nous voulons reconstruire ce sentiment d'appartenance-là à une cause commune. Alors, c'est une chance pour nous, en quelque sorte, que, je le dis souvent, nous arrivons à la fin d'un cycle. Comme je l'ai dit, tout ce qui commence a une fin. Absolument. Le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédi et Père son âme ont fait pour la Côte d'Ivoire ce que chacun pouvait. Les trois ont eu l'occasion de diriger. On a vu de quoi chacun est capable. Ça a été une chance pour les Ivoiriens de les avoir pendant 30 ans. Mais un moment vient où, forcément, il va avoir une fin. Vous, le jour où vous déciderez d'avoir un parti politique, d'être candidat par exemple à la présidentielle, oui, votre narratif ne va pas consister à accabler par exemple le président Ouattara ou le président Gbagbo ou telle chose. Ça n'aura aucun intérêt. Vous voulez vraiment tourner la page. Voilà, ça n'aura aucun intérêt, il faut tenir une page. Ce qui a été fait est fait, on ne peut pas y revenir. Mais ce que je veux noter, c'est quoi? C'est qu'on souhaite que le président Ouattara, le président Gbagbo vivent le plus longtemps possible pour accompagner cette génération qui arrive là. Mais le temps viendra où forcément ils prendront leur repos. Alors, la chance que nous allons avoir en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est que ceux qui vont venir au RADP, aujourd'hui le PDCI a un peu de répit avec l'arrivée de Thiam. Mais au RADP et au RDR, ceux qui vont venir après le président Gbagbo, pardon, le président Ouattara et le président Gbagbo. Vous voulez dire au RHDP ou au PPACI? Au PPACI, pardon. N'ayant pas le même charisme que le président Ouattara ou le président Gbagbo, n'ayant pas la même histoire du président Ouattara ou le peuple de Côte d'Ivoire, ni le président Gbagbo ou le peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui vont venir après eux ne pourront compter que sur leurs compétences. Parce qu'il faut reconstruire une nouvelle dynamique qu'ils n'auront pas par rapport à ce que Ouattara a eu et Gbagbo a eu. Donc ça va rebattre les cartes. Et c'est en ce moment-là que les Ivoiriens qui portent des valeurs vont arriver pour poser la nation au lieu de poser la région. Voilà notre dynamique dans laquelle nous nous inscrivons. Vous avez dit que toute chose a une fin, oui. Tout cycle a une fin. Oui. Le cycle de cet entretien est presque terminé. Le nouveau cycle va s'ouvrir avec les questions de nos internautes. La première question d'internaute, vous le savez, cette rubrique, on est aidé avec le concours de la réalisation. Étienne François vous dit, que pouvez-vous apporter de nouveau dans le champ politique? Votre mouvement n'est-il pas un mouvement politique de plus? Moi, j'aurais dit de trop. Oui, mais ce que nous pouvons apporter dans le champ politique, il est déjà là. Il y a ADCI qui est dans le champ politique. Et qui déjà, en 4 mois, a fait un lancement qui a permis aux Ivoiriens de comprendre qu'il y a une catégorie d'Ivoiriens qui sont sensibles à un discours de construction d'une nation. Et c'est ce discours-là que nous tenons à ADC. Ce n'est pas un mouvement de plus, c'est un mouvement qui vient pour faire la politique autrement. En tant que député, chaque Ivoirien voit à quel niveau je suis engagé pour la cause des Ivoiriens. Donc, ADCI vient pour structurer cet engagement politique-là sur le terrain pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une autre possibilité de faire la politique. Deuxième question d'internaute, cette fois-ci, c'est Ben Sangaré de Thiémé. Quel est votre regard sur les relations de la Côte d'Ivoire avec la France, surtout au niveau de la coopération militaire? Bon, on en a parlé. Voilà, donc, succinctement ou pas de course? La prochaine question? Alors, la prochaine nous dit l'Assemblée nationale joue-t-elle pleinement son rôle? Une question de Gildas Kouemi. L'Assemblée nationale, et c'est là c'est un peu, quand j'en parle, c'est avec un peu de mélancolie. Pourquoi? Parce que je suis au Parlement et j'ai tout compris en fait. Ce pays a un problème, c'est que l'Assemblée nationale ne joue pas réellement son rôle. Ça, moi je le dis et je l'assume. Il fonctionne de telle sorte que ce qui concerne la construction d'une nation ne part pas du Parlement. Le Parlement, c'est la maison des Ivoiriens, c'est la maison du peuple. C'est le rempart contre les abus. Mais il fonctionne de telle sorte qu'aujourd'hui, les députés ne servent pas à grand-chose. Et je suis l'exemple le plus frappant. Pourquoi? Les députés ont, à concurrence avec le chef de l'État, l'initiative des lois. Le chef de l'État et son gouvernement font des projets de loi, les députés font des propositions de loi. C'est la Constitution qui le dit, on est à égalité. Mais le Parlement fonctionne de telle sorte que les députés ne puissent pas faire des lois. Pourquoi? Oui, mais la preuve est là, je suis à ma 5e proposition de loi déposée 3 ans, presque 4 ans après mon élection. Aucune de ces propositions de loi jamais n'a été même programmée, ne serait-ce qu'en commission pour qu'il y ait un débat dessus. On pourrait vous répondre que vous êtes en minorité. Ah non, non, non. La Constitution de Côte d'Ivoire dit les députés et le chef de l'État ont l'initiative des lois.
On est À d'accord. partir de ce moment-là, quand un député dépose une proposition de loi, on doit la programmer et on doit en débattre. Vous parlez de la programmer et en débattre. Et en débattre. Même si elle n'est pas votée. Même si elle n'est pas votée. Le vote, il est politique. Mais au moins, on fait le débat. D'accord. Et puis après, on vote. Très bien. Mais on ne programme même pas le test pour que le député sache qu'il a un rôle à jouer dans la nation. Donc, on nous conditionne à voter seulement des lois, à se faire payer, à profiter et à ne pas travailler. Très bien. La prochaine question. Conan Olivier Béninri, la radio Tia Salé ferme pour facture d'électricité impayée. On ne sait pas si c'est vrai, vous nous direz. Ouais. Est-ce à dire que la mairie n'a plus de ressources? Est-ce que c'est vrai déjà? Oui, c'est vrai. La CUE a retiré son compteur pour facture impayée. Ce n'est pas une radio qui appartient à la mairie, c'est une radio communautaire privée. D'accord. La mairie a toujours apporté une contribution pour faire face à ces genre de factures. Mais on est en matière de gouvernance. La mairie a demandé qu'on lui rende compte des recettes que fait la radio depuis 2019. Jusqu'en 2024, cette radio et ses responsables n'ont jamais fait de compte rendu des recettes qu'elle gagne là-bas. Donc la mairie n'est pas obligée de continuer à payer les factures. Il n'y a aucune loi qui nous oblige à faire cela. Donc on a demandé qu'on nous fasse le bilan de toutes les recettes de 2019 jusqu'en 2024. Comme ça, moi, ça va faire une comparaison. La mairie dépense autour de 9 millions par an pour cette radio-là. Pour son électricité, pour payer sans avoir un contrôle sur la gouvernance. Sans avoir un contrôle sur la gouvernance. Or, ils font les recettes dont ils ne rendent pas compte à la mairie. Donc, nous avons essayé de couper et le conseil municipal est d'accord avec ça. Le jour où ils vont rendre compte et qu'on saura ce qu'ils ont fait avec les ressources régénérées, on prendra nos décisions. Très bien. C'est en matière de gouvernance. Très bien. Prochaine question. Cette fois-ci, c'est Hugues Bravetier. Croyez-vous qu'il y a des hommes et des femmes capables aujourd'hui de gérer la Côte d'Ivoire sans l'aide des anciens? Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des générations. Il faut bien qu'il y ait un pont, que les générations sortantes aident celles qui arrivent à s'intégrer. Et donc, forcément, c'est un cheminement qui est construit ensemble. J'ai envie de vous poser une question en ouvrant une parenthèse dans le prolongement de celle-là. Avec qui vous gérez ADCI? Avec qui vous projetez de changer la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez laissé entendre? ADCI est aujourd'hui une constellation d'Ivoiriens qui sont à tous les niveaux de responsabilité. Voilà, vous ne pouvez même pas imaginer combien de fois on a été heureux de voir qu'il y a des Ivoiriens de qualité qui sont à tous les niveaux, qui attendaient un tel mouvement et qui, au quotidien, viennent à la permanence à Cocody pour s'inscrire et participer à cette aventure nouvelle qui est politique. Dans le live Facebook, beaucoup de questions reviennent sur votre appartenance idéologique. À l'une de ces émissions, vous m'avez dit que vous êtes de droite. ADCI sera-t-il un parti de droite? Non, en fait, un mouvement de droite? Il y a des valeurs de droite dans lesquelles nous nous reconnaissons. Voilà, des valeurs de droit dans lesquelles nous connaissons. Mais en matière de gouvernance, surtout en Afrique, ce ne sont pas des valeurs qui sont prises en compte par les populations. Ce qui importe, c'est de faire la politique pour les citoyens, d'aimer son pays et de s'engager à faire en sorte que tout ce qui est dépensé comme argent public serve à améliorer le sort des Ivoiriens. C'est ces valeurs-là que nous croyons. Il n'y a pas une idéologie réelle à laquelle nous appartenons. Nous appartenons à l'idéologie des Ivoiriens qui veulent voir leur vie s'améliorer et changer. Quand ADCI deviendra parti politique, on reviendra en profondeur sur cette question. J'ai des choses à dire pour approfondir le débat, mais on va passer. Prochaine question. Alors, la prochaine question est l'affaire de Hugues Bravetier. Assalé Timoko est-il un populiste? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, un populiste. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je me bats pour les Ivoiriens et mon engagement politique en Côte d'Ivoire a produit des résultats, que ce soit au niveau de l'éducation ou sur les questions qui concernent la vie chère en Côte d'Ivoire. J'ai mené des combats qui ont porté leurs fruits. Et donc, je suis engagé pour les Ivoiriens. C'est ce qu'on appelle être populiste. Eh bien, pour les Ivoiriens, je suis engagé. Autre question? Momo Diaby, expliquez-nous, le sens de la population de Tia Salé est un bouclier démocratique à cause de son niveau de conscience politique. Ah oui, vous savez qu'une société ne vaut que par la qualité de ses citoyens. Vous savez, en 2016, j'ai perdu les élections législatives parce que dans un gros village où je pouvais avoir au moins 400 voix, il n'y a eu que 8 voix. Quand on a enquêté, on a découvert que les 8 voix correspondaient aux 8 t-shirts qu'on avait distribués dans ce village-là. Vous voyez que les gens votent sur des valeurs qui ne sont pas démocratiques. Et donc, nous avons mis en place un système pour construire une conscience à Tia Salé, de faire en sorte que quand on est PDCI, on est PPACI, on est RADP, quand il s'agit de voter, on prenne des vraies valeurs, qu'on vote des gens qui incarnent quelque chose. Et c'est cela que nous avons construit à Tia Salé. C'est ce qui nous a sauvés, d'ailleurs, au municipal dernier. Parce que le peuple de Tia Salé ne vole plus par rapport au discours de tendance à dire que si vous n'êtes pas avec les gens du pouvoir, vous n'aurez pas de route, vous n'aurez pas de bitume, tout ça. Les gens, ils ne tiennent plus compte de ça. Les gens, ils savent que leur bulletin de vote est une force majeure pour transformer leur société et ils votent en fonction de cela. Tia Salé, aujourd'hui, a atteint ce niveau-là. Et nous continuons à travailler pour que cette ville-là, même quand je ne serai pas là demain, continue à voter sur des valeurs et à prendre des décisions qui concernent son avenir. Il y a visiblement des internautes qui n'ont pas pris le début de cette émission, qui reviennent encore avec la question de savoir quel sera vos rôles à la présidentielle de 2025. Mais la question est très claire.
D'abord, on l'a dit à Yamoussoukro, notre projet immédiat, c'est de construire et de former des jeunes gens qui portent des valeurs pour aller au Parlement en 2026. Nous voulons envoyer un groupe parlementaire. Pas forcément peut-être majoritaire, mais à la prochaine législative. À la prochaine législative. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des députés ADCI engagés, indépendants, qui vont porter leur voix pour les Ivoiriens. C'est important. Mais avant 2026, il y a la présidentielle 2025. Là-dessus, nous disons que pour le moment, nous sommes en train d'implanter notre mouvement politique. Et en fonction des dynamiques sur le terrain, on prendra une décision. Mais dans tous les cas de figure, ADCI jouera un rôle dans la présidentielle 2025. Antoine Assalé Tiemoko, pour celles et ceux qui vous suivent sur votre page, notamment sur Facebook, souvent vous prenez fait et cause dans bien de situations. Est-ce que vous vous considérez comme un justicier des temps modernes? Non, je suis un citoyen qui a eu l'honneur d'être élu doublement, localement, et puis au niveau national en tant que député. Moi, je considère que quand le peuple vous donne ce pouvoir-là, d'être député, d'avoir les avantages que vous avez, le combat que vous avez à mener, c'est d'être engagé pour ce peuple-là. Et de se battre pour que ces droits soient respectés. Donc, partout où je sens qu'un droit est violé, je me sens concerné par cette affaire. Et donc, je suis engagé. Ce n'est pas une question d'être un justicier. Le député est un défenseur de la population. Il est le rempart des peuples et il doit faire en sorte que les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, se sentent concernés par leur pays. Que dites-vous de la commission électorale indépendante? Eh bien, moi, j'ai proposé une loi récemment, que j'ai déposée il y a à peu près 3 semaines, pour réformer la commission électorale indépendante. Pour moi, je suis le débat un peu qui se passe au niveau national avec la demande de l'opposition de ce qu'il y ait une réforme. Mais la réforme telle qu'elle est proposée par l'opposition me semble ne pas être la meilleure voie. Moi, je pense que la CEI centrale, à partir du moment où elle est plus ou moins équilibrée à ce niveau-là, la question de fond, ce sont les CEI locales. Et moi, je pense que le texte que j'ai déposé au Parlement, s'il est programmé, je pense que ce texte peut avoir l'assentiment de toutes les parties. Pourquoi on a une CEI? C'est quoi la trame de ce texte? La trame est qu'aujourd'hui, les CEI locales, telles qu'elles fonctionnent, sont pratiquement des CEI qui sont en mission. Parce que le texte qui encadre le fonctionnement des CEI locales est tel que des partis politiques qui n'ont aucun représentant au Parlement sont à la CEI et participent à créer une majorité mécanique pour un parti politique. Moi, je pense qu'il faut refaire le test et définir des critères objectifs pour être représenté à la CEI. Un parti qui n'a même tenu une réunion, qui n'a même participé à un meeting, pardon, une élection, ne peut pas être à la CEI. Au nom de qui? Et donc, la réforme que j'apporte, c'est de faire en sorte que tous ces partis politiques, micro-partis politiques, dont le rôle est de créer des majorités mécaniques à la CEI, sortent et qu'on ne prenne que les partis uniquement représentés au Parlement, comme dans l'ancienne loi de la CEI. Première chose. Deuxième chose, vous voyez les cours d'assises là. Elles sont composées de jurés. Les jurés, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qu'on sélectionne chaque 3 ans dans le pays et qui vont décider à la place des juges de condamner ou pas. Et ce sont ces Ivoiriens qui prennent la décision de libérer ou de ne pas libérer en cour d'assises. Jamais il n'est venu dans ce pays un Ivoirien de combattre la cour d'assises parce que les gens font leur travail. Donc nous pensons qu'au niveau local, on peut prendre le même dispositif, faire en sorte que les CEI locales soient dirigées par des fonctionnaires tirés au sort, qui prêtent serment devant un juge et qui ont une mission précise. À partir du moment où ce n'est pas un parti politique qui les a désignés et qu'ils ont une mission précise, ils ont un matricule qu'ils veulent préserver, je pense que ça va créer un peu de crédibilité. Et le texte que j'ai déposé au Parlement est plus précis et j'attends qu'il soit programmé pour qu'il fasse le débat en profondeur sur ces questions-là. On y reviendra certainement à d'autres occasions. Antoine Assalé Tiemoko, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? J'ai le sentiment d'avoir fait le job, comme on dit, d'avoir répondu à vos questions sans réserve. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Sans Réserve. Merci beaucoup, Ali. Bonne continuation pour ADCI. Merci à vous, et à très bientôt. Chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Je vous retrouve dimanche à 20h05 dans NCI 360, une émission spéciale sur l'état des lieux de l'état civil en Côte d'Ivoire avec comme invité le directeur général de l'ONESI. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.